la 18e leçon de notre cours d'initiation à la pratique psychothérapeutique en counseling sera si vous voulez, une reprise, si vous me permettez, de l'analyse transactionnelle dans le but d'approfondir certaines notions techniques et de vous donner des outils de travail performants, pour vous permettre d'utiliser cette technique, cette thérapie dans vos séances de counseling de groupe et de famille. L'analyse transactionnelle, appelée aussi AT comme nous disons, est une théorie de la personnalité, d'ailleurs comme toutes les autres thérapies que nous avons vues, mais c'est aussi une théorie de la communication. Elle postule des états du moi, nous avons déjà vu ça, et nous allons encore approfondir cela. L'état du moi, parent, adulte et enfant. Et elle étudie les phénomènes intrapsychiques à travers les échanges relationnels appelés transactions. Alors, nous allons visiter les transactions de façon approfondie aujourd'hui par rapport aux états du moi, et qui sont des échanges relationnels. Et c'est à travers ces échanges relationnels, on étudie le phénomène intrapsychique. Qu'est-ce qui se passe entre les psychismes qui sont en relation les uns avec les autres. Et ces relations qu'on appelle transactions. Cette théorie a été fondée par Eric Berne, nous l'avons déjà vu ensemble avec vous dans les leçons précédentes, médecin psychiatre canado-américain, dans les années 50 jusqu'en 70. L'analyse transactionnelle vise à permettre une prise de conscience ainsi qu'une meilleure compréhension de ce qui se joue ici et maintenant dans les relations entre deux ou plusieurs personnes, dans le groupe, dans une entreprise, dans l'armée, dans une faculté, dans un parti politique. Et qu'est-ce qui se passe dans nos relations? L'analyse transactionnelle propose des grilles de lecture pour comprendre des problèmes relationnels ainsi que des modalités d'intervention pour résoudre des problèmes. Savez-vous que ce qui retarde le progrès de la vie, de la famille, de la société, ce sont des problèmes entre les personnes dans un groupe donné. Alors, les principaux concepts que vous devez retenir sont les suivants. 1. Les états du moi, que nous avons vu, que nous allons encore revisiter. Les transactions. Et là, nous en verrons comment définir les transactions et les différentes sortes de transactions simples complémentaires, transactions simples croisées et les transactions simples doubles. Transactions simples qui sont complémentaires, simples croisées, simples doubles et transactions doubles plutôt. Puis nous verrons l'économie des signes de reconnaissance, la structuration du temps, les positions de vie, la gestion des sentiments, le jeu psychologique, les méconnaissances et les passivités, les divers, ce qu'ils appellent d'autres notions comme les drives, c'est-à-dire les mots d'ordre, le drive avec un drivers, les injonctions et les permissions fondamentales, les scénarios de vie, que nous avons déjà vu d'ailleurs, l'autonomie. Nous verrons comment appliquer l'analyse transactionnelle pour permettre aux gens de prendre conscience de l'état de leur relation, les 4 champs d'application de l'analyse transactionnelle, puis nous verrons l'évolution de l'analyse transactionnelle, comment ça a évolué depuis ses origines, les controverses historiques et les courants actuels. Nous allons aussi visiter le procès de communication d'analyse transactionnelle, comment l'analyse transactionnelle est un outil d'accompagnement et un cadre d'exercice, un outil d'accompagnement en quel domaine, un cadre d'exercice dans quel domaine. Puis vous aurez noté les références. Les principaux concepts qu'il faut retenir. Outre les états du moi, l'analyse transactionnelle propose de repérer le jeu psychologique que nous verrons, des types d'échanges qui se répètent de manière semblable,
et qui se termine par un sentiment de malaise, le jeu que nous allons voir. Parmi les autres concepts de l'analyse transactionnelle, on trouve les positions de vie, les éclairages sur la gestion des signes de reconnaissance et des sentiments qui sont structurés dans le temps, les drivers ou messages contraignants, les méconnaissances et les différents degrés de passivité. Vous aurez le syllabus que je suis en train d'utiliser. Eric Berne postule que les grandes orientations de la vie sont décidées dès l'enfance et peuvent prendre la forme d'un scénario de vie, d'où l'importance d'avoir une bonne enfance, une enfance bien guidée. Berne définit également 3 critères de bonne santé psychique qui sont la conscience, la spontanéité et l'intimité. Là où il n'y a pas assez d'intimité, il y aura de spontanéité, il n'y aura pas de spontanéité, et quand il n'y a pas de spontanéité, la conscience est pour ainsi dire difficile à développer parce que justement la personne n'a pas un espace où elle peut, n'est-ce pas, s'épanouir. Les états du moi. On revient encore là. Si Berne a conclu, dans le cadre des observations liées à sa pratique, que dans certains contextes, ces patients agissaient comme le faisait l'un de leurs parents, sans avoir toujours conscience de l'origine de ce comportement. Ainsi, quand les émotions et manières de penser qui étaient associées étaient là, on voyait le patient agir comme son père ou sa mère. À d'autres moments, des résurgences de comportements issus de l'enfance de ces patients se reproduisaient également avec les affects et les états d'esprit d'alors. Il décrit ces patients, M. Segundo, un avocat dont le rapport à l'argent était de 3 types. Voilà. Dans son activité d'homme de loi, donc d'avocat, M. Segundo, et dans ses opérations financières, il montrait une preuve de la réalité très sûre. Il maniait de grosses sommes d'argent avec assurance, avec un bon jugement et un bonheur d'un banquier. Il était prêt à dépenser de l'argent pour en gagner, mais avec sagesse. Deuxièmement, à d'autres moments, il rêvait de tout prodiguer pour le bien public. Il imitait effectivement la conduite et l'état d'esprit de son père lors de ses activités de bienfaisance. En outre, il lui arrivait de voler des chewing-gums et d'autres babioles dans des grands magasins. Et à ce moment-là, le même monsieur, qui était très adulte dans son travail et très parent dans son activité de bienfaisance, il volait comme un petit enfant. Et voilà, on retrouve dans le même homme à la fois un comportement d'adulte, un comportement de parent et un comportement d'enfant. Berne a défini un état du moi comme un système cohérent de pensée, d'émotions et de comportements associés. C'est-à-dire qu'on peut retrouver dans le même état du moi un système de comportement, d'émotions et de pensées. Du point de vue de la structure de la personne, il distingue 3 types d'états de moi. Nous l'avons déjà vu avec vous. Je ne fais que reprendre ce que nous avons vu. Le parent qui correspond aux pensées, émotions, comportements d'une personne qu'elle a faite sien, par imitation des figures parentales. Par exemple, si vous émotionnez comme votre père était colérique et souvent vous êtes en colère, ou vous avez l'habitude de penser faire de bien comme votre père, eh bien vous agissez comme votre père tout en étant adulte. L'adulte caractérise les émotions, pensées, comportements qui sont congruents avec la réalité d'ici et maintenant. Quelqu'un qui se comporte émotionnellement, qui se comporte sur le plan de l'action et des pensées, en se conformant à la réalité de façon logique, ça c'est un adulte. Tandis que l'enfant correspond aux pensées, émotions, comportements qui sont une reviviscence de notre propre enfance. Dans l'exemple de M. Segundo, les 3 types de rapports à l'argent étaient respectivement adultes, parents et enfants. Dans l'analyse de Berne, les termes parents, adultes et enfants ne sont pas en relation avec l'âge de la personne. Non, une personne, une vieille personne de 90 ans
peut bien agir comme parent, comme enfant et comme adulte. Dans une classe, un enfant qui réexplique la leçon à un de ses camarades de la même manière que le ferait son maître ou sa maîtresse active son état de moi parent. Vous voyez, il est en train de parrainer, d'être le parent de l'autre enfant qui a des difficultés à comprendre le cours. Enfin, ils ne sont pas synonymes du ça, ni du moi, ni du surmoi. Il ne faut pas confondre le parent, l'enfant plutôt, l'adulte et le parent, au ça qui correspond à l'enfant, qui correspondrait à l'enfant, au moi qui correspondrait peut-être à l'adulte et au surmoi qui correspondrait au parent. Non, il n'y a pas de correspondance entre les deux. Les états du moi sont des états du moi, distingués par Eric Berne. Les transactions maintenant. Une transaction est le nom donné par Eric Berne à un échange verbal et comportemental entre deux personnes. Quand il y a un échange verbal et comportemental entre deux personnes, et ici j'approfondis une notion que j'avais effleurée, on appelle ça transaction, c'est-à-dire un échange verbal, les gens qui dialoguent, et comportemental entre deux personnes. Nous sommes en transaction avec vous. Cette transaction s'appelle le cours d'initiation à la pratique psychothérapeutique du counseling. Et je donne ce cours à des pasteurs qui se préparent à être aumôniers et psychothérapeutes. On distingue le stimulus ou message envoyé d'une personne à l'autre de la réponse de celle-ci. Vous voyez, le stimulus ou le message qu'on a ému stimule la réponse qui arrive. Les transactions peuvent ainsi être observées et analysées en termes d'état du moi. Et dans ces états du moi, on va voir quand il y a un stimulus, quel est l'état du moi de la réponse? Quel est l'état du moi du stimulus? Il existe des transactions simples, complémentaires ou croisées, où c'est répondre alternativement un état du moi seulement chez chacun de deux protagonistes, et des transactions doubles où se répondent en apparence des états du moi spécifiques. Exemple parent et en même temps à un niveau sous-jacent d'autres états du moi. On va voir ça ensemble. Les transactions complémentaires, simples complémentaires. Les transactions sont complémentaires lorsque deux partenaires s'adressent à l'état du monde dans lequel l'autre se trouve. Par exemple, quelqu'un vous dit: avez-vous pu rédiger le rapport? Oui, répondez-vous, je suis sur le point de vous l'envoyer par courriel. Ça, c'est l'échange entre adultes pour un travail donné. Deuxième exemple. Voulez-vous bien passer après cette réunion aller voir un film avec moi? Avec plaisir, je n'en peux plus de travailler. Que pourrons-nous aller voir? Ça, c'est l'échange, vous avez donné mon plaisir, entre enfants. Le même niveau, complémentaire, transaction simple. Exemple 3. Tu aurais dû avoir fini de ranger ta chambre. Réponse: arrête de me pourrir la vie, je veux le faire. Ça, c'est le parent qui parle à un enfant. Ah, le stimulus, la réponse, c'est l'enfant qui parle à un parent. Et ici, l'enfant rebelle, si vous vous souvenez de nos premières leçons. Des échanges sur ce mode peuvent continuer indéfiniment. Ce sont des échanges simples, complémentaires, et les gens émettent à partir d'un état de moi et l'autre répond à partir d'un état de moi. Ça peut être le même, ça peut être un état différent. Évidemment, il s'arrête au bout d'un certain temps, mais ce mode de communication est stable. Il y a les transactions simples mais croisées. Il y a simple complémentaire, simple mais croisé. La communication s'arrête ou change de mode lorsque les transactions sont croisées. Lorsqu'une personne s'adresse à un autre état de moi que celui dans lequel se trouve son partenaire. Par exemple, je donne cela. Avez-vous pu rédiger les rapports? Adulte qui s'adresse à adulte. Maintenant, écoutez la réponse. Arrêtez de me pourrir la vie, je veux le faire. Ici, c'est une transaction croisée parce que la réponse, c'est un enfant
qui répond à un parent alors que lui s'adressait à un adulte. Hein? Avez-vous pu rédiger le rapport? C'est une question logique au travail, mais l'autre répond avec une réaction d'enfant, comme si l'autre était parent. Cette transaction croisée est susceptible de causer des problèmes entre les personnes. Hein? A pourrait répondre avec une transaction de parent-enfant, en disant par exemple, si vous ne changez pas d'attitude, vous serez viré. Alors, exemple 2 bis. Est-ce que ta chambre est enfin rangée? Parent-enfant. Et là, l'enfant dit, regarde, je suis en train de le faire. L'enfant répond aux parents de façon adulte. Transaction croisée, le parent par un enfant, et l'enfant devenu adulte dans ses réponses dit, regarde, je suis en train de le terminer, de le faire. Cette transaction croisée change l'équilibre entre le protagoniste. C'était un parent qui parlait à un enfant, mais lorsque l'enfant répond de façon mûre, l'enfant parle comme un adulte à un autre adulte. Il y a, en dehors des transactions simples, complémentaires, transactions simples croisées, il y a les transactions doubles. Dans ce type de transactions, une conversation se déroule à un niveau social explicite et en même temps, d'autres transactions sont échangées à un niveau psychologique non dit. C'est le non dit. Par exemple, j'ai besoin de vous, que vous restiez au bureau ce soir avec moi. C'est un patron qui parle à sa secrétaire. J'ai besoin que vous restiez au bureau ce soir avec moi. Et la secrétaire constate que le mouvement que fait le patron est un langage qui est une invitation à la sexualité. Et la secrétaire répond, bien sûr, la réponse. Et avec sourire ou un clin d'œil. C'est le patron parle comme un enfant en flirtant, et la réponse de la secrétaire est la réponse d'un enfant à un autre enfant, mais en disant bien sûr, elle agit comme un adulte, alors que son clin d'œil est un clin d'œil d'un enfant. Voyez? Alors, j'ai besoin que vous restiez au bureau ce soir avec moi. C'est comme une parole adulte. Mais le langage corporel est un langage d'un enfant. Il fait un clin d'œil. Et l'autre répond comme un adulte, bien sûr, mais la réponse corporelle, sourire avec clin d'œil, est une réponse enfant. Donc, il y a transaction double. Le non-verbal vient, pour ainsi dire, compléter la transaction adulte et baisser le niveau d'aide de la transaction adulte. L'économie des signes, maintenant. Eric Berne utilise un terme polysémique, en anglais appelé stroke, qui signifie à la fois caresse et coup de pied. Ce terme est soit conservé tel quel dans les textes français, stroke, soit traduit par signe de reconnaissance. Pour Berne, chaque individu recherche en permanence des signes de reconnaissance car ils sont vitaux pour lui. Quand nous parlons avec des gens, nous cherchons des signes de reconnaissance, des significations, des choses qu'ils nous disent. Une des lois fondamentales de l'économie des signes de reconnaissance observe qu'une personne accepte plutôt, à défaut des signes de reconnaissance positifs, des signes de reconnaissance négatifs que pas de signes du tout. C'est-à-dire, il est préférable pour une personne d'entendre une réponse négative ou positive que pas de réponse du tout. Le point du conditionnement éducatif se vérifie souvent ici. Une personne habituée, dès le plus jeune âge, à recevoir des signes de reconnaissance négatifs sera plus encline à en recevoir toute sa vie, voire à refuser des signes de reconnaissance positifs. Les signes de reconnaissance sont classés selon les critères conditionnels ou inconditionnels. Les signes de reconnaissance conditionnelle portent sur le faire. Je veux faire ceci, je ne veux pas le faire. Tandis que les signes de reconnaissance inconditionnelle portent sur l'être. Je suis, je ne suis pas. Et selon les deux polarités, positif ou négatif. Donc il y a des signes de reconnaissance qui sont classés selon les critères conditionnels positifs ou négatifs,
ou selon le critère inconditionnel, positif ou négatif. Les critères conditionnels portent sur le faire et les critères inconditionnels portent sur l'être. Parce que nous sommes toujours en train soit de faire ou d'être dans le monde. Hein? Et nous apprenons ici le savoir-faire et le savoir-être. L'économie des signes de reconnaissance requiert la capacité de savoir le donner, savoir le recevoir, savoir le demander. Dans notre vie, nous ne faisons que ça. Savoir donner des signes, savoir recevoir des signes, savoir demander des signes. Savoir le refuser, savoir se le donner soi-même, à soi-même. Ces capacités sont variables d'une personne à l'autre. Il existe deux croyances limitantes. L'une concerne la rareté des signes, exemple, il n'y a pas assez pour tout le monde. Et l'autre le contrôle, seuls quelques privilégiés peuvent en donner. Alors c'est très important de savoir quels sont les codes qui régissent la communication dans une société donnée. Il y a la structuration du temps. Berne observe et décrit 6 manières de structurer ou d'organiser le temps. Ces différentes séquences sont classées selon leurs apports, quantitatifs ou qualitatifs, en signe de reconnaissance du plus faible au plus intense. Il y a d'abord le retrait. La personne se met à l'écart physiquement, dans le temps et dans l'espace, ou psychologiquement. La personne ne participe pas à la communication. Le retrait. Il y a le rituel. Il s'agit de conséquences normalisées, standardisées, par exemple, se saluer, s'échanger, de codifier, tout ça, permet, n'est-ce pas, de communiquer. Ceci là permet d'échanger des signes de reconnaissance. Hein? La salutation, les gens ont une manière de se saluer, et puis après la salutation, qu'est-ce que vous dites après? Qu'est-ce que vous dites après avoir dit bonjour? Les passe-temps. Il y a le retrait, il y a le rituel, il y a le passe-temps caractérisé par les conversations au sujet stéréotypés tels que les conversations de salon, sur le match, etc., le passe-temps favori. Il y a l'activité, comme son nom l'indique, il s'agit ici des séquences dont le but est de faire quelque chose. Quand on fait quelque chose ensemble, un travail ensemble, on occupe le temps ensemble. Il y a le jeu psychologique qui permet des échanges de signes de reconnaissance intenses et se termine souvent par des choses négatives. Il y a l'intimité qui correspond au moment où la communication est ouverte, basée sur la confiance, le respect mutuel et l'acceptation de l'autre, qui permet des échanges de signes de reconnaissance positifs, de grande qualité et de grande intensité. Donc vous avez, pour la structuration du temps, comment on occupe le temps dans les différentes, avec les différentes transitions, n'est-ce pas, avec différentes transactions. Vous avez les transactions rituelles, les retraits, les rituels, les passe-temps, l'activité, le jeu psychologique et l'intimité. Alors, viennent ce qu'on appelle le position de vie. Et ça, c'est très important. Et nous arrêterons cette vidéo sur les positions de vie. Il y a 4 positions de vie lorsque nous rencontrons dans la vie. 4 positions de vie qui sont transactionnables, si vous voulez, si vous permettez le vocabulaire. L'enfant acquiert des certitudes sur lui et les autres, et ces certitudes seront à la base du scénario de vie par le choix préférentiel, mais pas exclusif, d'une position de base parmi les positions de vie suivantes. Premièrement, je suis OK. Je me réveille, je suis OK, et je rencontre l'autre que je salue, il est OK. Bonjour, comment ça va bien. Je suis OK, vous êtes OK. C'est la relation idéale selon l'analyse transactionnelle. Nous occupons tous la même position de vie, tout est OK, tout va bien. Deuxièmement, deuxième position, je suis OK, mais vous n'êtes pas OK. Et moi, je me comporte comme quelqu'un qui est bien, il y a un peu de mépris et de supériorité de mon côté, et vous n'êtes pas OK, et vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. C'est la deuxième position de vie. Il y a des gens qui ont des belles maisons, d'autres n'ont pas de belles maisons. Les uns ont de voitures, d'autres n'ont pas de voiture. Les comportements peuvent changer. Certains ont le pouvoir, d'autres n'ont pas le pouvoir. Troisièmement, je ne suis pas OK et vous êtes OK. Et là, c'est le sentiment d'infériorité qui m'habite. Le même sentiment qu'avait l'autre. Alors que
de la deuxième position me rendait supérieur. Ici, je me sens inférieur. Quatrième possibilité de position de vie, je ne suis pas OK, vous n'êtes pas OK. Donc, prenez le mot OK et vous allez répartir ce mot OK en 4 positions de vie. Je suis OK, vous êtes OK. Je suis OK, vous n'êtes pas OK. Deuxièmement. Troisièmement, je ne suis pas OK et vous êtes OK. Et quatrièmement, je ne suis pas OK, vous n'êtes pas OK. Quand vous voyez le 2 négatif, je suis OK, vous n'êtes pas OK. 1. 4, je ne suis pas OK et vous n'êtes pas OK. La deuxième position, je suis OK et vous n'êtes pas OK. La troisième position, je ne suis pas OK et vous êtes OK. Eh bien, nos transactions dépendent de notre position de vie. Si vous n'êtes pas OK, vos transactions seront très négatives. Tandis que quand vous êtes OK, vos transactions seraient très positives. Et si vous êtes OK, vous parlez à quelqu'un qui n'est pas OK, vos transactions peuvent risquer d'être perçues comme des mépris ou des sensations de comportement de complexe de supériorité. Tandis que quand vous n'êtes pas OK et l'autre est OK, vous risquez de vous comporter comme quelqu'un qui souffre de sentiments d'infériorité. Lorsque vous deux, vous n'êtes pas OK, eh bien là, vous êtes dans une position de renoncement et vous pouvez faire équipe ensemble, mais votre travail sera de critiquer les autres, d'attaquer les autres, de détruire les autres. Voilà donc un peu, nous avons vu ensemble au moins que signifie la définition de ce que signifie l'analyse transactionnelle, les états du mois, les différentes formes de transactions et les temps, comment on occupe le temps. Puis, après avoir vu l'économie des signes ensemble et la structuration des temps, nous étions en train de voir ensemble avec vous ce qu'on appelle les positions de vie. Et nous avons vu 4 positions de vie. Je suis OK, vous êtes OK. Je suis OK, vous n'êtes pas OK. Je ne suis pas OK et vous êtes OK. Et je suis OK, je ne suis pas OK et vous aussi, vous n'êtes pas OK. Nous allons continuer dans la vidéo suivante, dans la leçon suivante, l'approfondissement de notre cours sur l'analyse transactionnelle.